tout le problème, et c'est un sujet de réflexion pour moi en ce moment, c'est comment toucher le grand public qui ne s'intéresse pas à la vulgarisation. Et je pense qu'on a raté là une occasion historique. Parce que pendant le Covid, les gens étaient attentifs, inquiets, intéressés. Et on aurait pu faire de la pédagogie. Quelle est la place du numérique dans la société aujourd'hui ? Pour répondre à cette vaste question, nous avons rencontré ici à Monaco, à Ready for IT, le célèbre physicien et philosophe Étienne Klein, lui qui est aussi directeur de recherche au CEA et à la tête de la conversation scientifique tous les samedis sur France Culture. L'interview d'Étienne Klein sur Clubic, c'est tout de suite et c'est maintenant les amis. Moi, ce qui me fascine, c'est la vitesse avec laquelle ça se produit. On a l'impression que le numérique s'infiltre partout, un peu comme un liquide qui pénètre dans toutes nos activités, qui charpente nos vies. Comparer, par exemple, ce qu'est la vie d'un adolescent aujourd'hui, qui a connu le numérique quasiment depuis sa naissance, à celle qu'avait, par exemple, un adolescent des années 70, période à laquelle j'étais moi-même adolescent. On avait des emplois du temps, on avait un rapport à la connaissance et un rapport aux autres qui était complètement différent. Donc ça veut bien dire que le numérique, c'est pas simplement une technique qui change nos façons de travailler, qui modifie la façon dont les entreprises doivent se positionner et s'organiser. C'est aussi quelque chose de beaucoup plus profond, qui agit en profondeur et qui correspond peut-être, l'avenir le dira, à une sorte de mutation anthropologique. C'est-à-dire qu'il y aura un avant numérique et un après numérique qui seront presque incommensurables l'un avec l'autre. Et vous faites un peu de prospective aussi en disant est-ce que le numérique ne va pas favoriser notre confinement ? J'adore le jeu de mots évidemment, quelque part. Est-ce qu'on est pris au piège dans cette... Je pense qu'il y a une partie du public qui a découvert les vertus du numérique pendant le confinement. On a appris à se servir d'outils pour le télétravail, le téléenseignement, pour discuter avec nos proches à distance, etc. Bon, donc on a acquis des compétences et le numérique c'est en quelque sorte augmenté pour ce qui est de ses usages pendant la période du confinement. Mais en même temps, on peut se demander si la relation n'est pas symétrique. C'est-à-dire, est-ce que le numérique va contribuer à resserrer nos interactions mutuelles ? Est-ce qu'il va renforcer le lien social ? Ou est-ce qu'au contraire, il va atomiser la société, chacun étant seul avec sa périphérie numérique qui lui servira de partenaire finalement ? Ça, c'est une question ouverte, mais que je trouve intéressante. Regardez, le débat sur la 5G, il a beaucoup porté sur les effets sur la santé, etc. Mais la vraie question, c'est plutôt qu'est-ce que ça va changer dans notre rapport à autrui, dans notre rapport à l'information, dans notre rapport à nous-mêmes ? Est-ce qu'on va encore avoir des moments de solitude ? Et ces questions-là sont des questions qui relèvent de choix presque métaphysiques. Quel type de compagnonnage nous voulons avoir avec les nouvelles technologies ? Là, elles s'imposent à nous. Est-ce qu'on pourrait prendre le temps de discuter de la bonne façon de s'en servir ? Une question un peu plus philosophico-numérique, j'ai envie de dire, sur l'information, la montée aujourd'hui des réseaux sociaux. On peut dire qu'Internet prend de plus en plus de poids. Si on compare par exemple YouTube aux médias, on a même des youtubeurs entre guillemets qui sont beaucoup plus puissants que certains médias avec des millions de vues sur chaque vidéo. Est-ce que ça n'inclut pas une certaine responsabilité grandissante de cet écosystème-là, de youtubeurs, etc., vis-à-vis du public, de la société en général ? Écoutez, moi quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup de textes, de journaux, de livres, etc. Il s'agissait toujours de textes qui avaient été relus, qui avaient été travaillés, qui étaient sourcés. Et donc je lisais des choses qui étaient d'une part bien écrites et qui étaient argumentées puisqu'elles étaient mises à disposition d'un public très vaste. Aujourd'hui, je lis plein de choses, y compris des choses qui sont le résultat d'une émotion, parfois écrites de façon très rapide, avec des fautes, etc. Et j'ai l'impression que ça va pas bien, quoi. En même temps, prenez le siècle des Lumières, le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, qu'on présente comme un siècle éclairé, les Lumières, avec des penseurs brillants, Rousseau, Voltaire, Diderot, d'Alembert. Et quand on lit leurs textes, on est ébloui par leur raisonnement, par la qualité de leur réflexion. Mais on n'a aucune trace de ce qui se disait à l'époque dans les tavernes. Il y avait beaucoup de gens illettrés. Quelles étaient les conversations dans les tavernes ? Bon, ben voilà, moi je pense que les réseaux sociaux nous font voir ce que les gens pensent, en tout cas ceux qui s'expriment par ce biais-là. Et parfois c'est un peu irritant, c'est un peu décevant de voir que beaucoup de propositions lapidaires ne sont pas argumentées. Parfois la violence monte toute seule.
Moi j'ai l'impression que ce qui limite finalement la violence, c'est le contact physique. Quand vous êtes tout seul devant votre écran, votre frustration, votre ressentiment peuvent vous faire monter dans les tours, vous insulter les gens, ça vous fait du bien. Puis quand la personne vous répond, vous découvrez que vous avez en face de vous un être humain comme vous et vous retombez d'un cran. Je me demande si trop de numérique ne déclencherait pas une violence dans ce monde-là beaucoup plus grande que la violence qu'il y a dans le monde physique. Et puis le statut de la connaissance, moi je suis inquiet pour ça, moi je fais de la vulgarisation. Et le Covid, enfin ce qui s'est passé dans la mise en scène de la science et de la recherche pendant le Covid, m'a fait voir l'intensité de nos biais cognitifs. Moi je pensais qu'en travaillant les sujets, en les clarifiant, on était capable de les expliquer à tout le monde. En fait, on voit bien que dans la transmission interviennent des biais qui parfois déforment et parfois même contredisent le message initial. Et moi je me fais un peu de soucis pour l'avenir de la connaissance et de sa diffusion. Parce que la connaissance est mise en concurrence avec des croyances. C'est-à-dire que même la vulgarisation aujourd'hui est quelque peu barrée par le côté malfaisant qu'ont les réseaux sociaux. Disons que quand j'étais plus jeune, donc naïf, que je pensais que la vulgarisation c'était un succès. Parce que quand vous travaillez un sujet, vous en parlez à des étudiants, vous écrivez des livres, vous donnez des conférences, les gens viennent, posent des questions, et vous dites mais ça marche. La transmission opère. Et puis là, j'ai réalisé que ce qu'on appelle le grand public, c'est un public qu'on ne voit jamais. Et donc, la vulgarisation ne fonctionne qu'auprès des gens auprès desquels elle marche. Voilà. Et donc, tout le problème, et c'est un sujet de réflexion pour moi en ce moment, c'est comment toucher le grand public qui ne s'intéresse pas à la vulgarisation. Et je pense qu'on a raté là une occasion historique. Parce que pendant le Covid, les gens étaient attentifs, inquiets, intéressés. Et on aurait pu faire de la pédagogie. Au lieu de faire des controverses entre experts autoproclamés qui s'engueulent, on aurait pu prendre le temps d'expliquer ce qu'est une exponentielle. Et là, vous avez peur qu'il soit trop tard ? En tout cas, on ne l'a pas fait assez bien, assez vite. Peut-être qu'on le fera plus tard, mais qu'est-ce que c'est qu'une exponentielle ? Qu'est-ce que c'est qu'un essai en double aveugle, un essai randomisé ? Pourquoi il ne faut pas confondre corrélation et causalité ? C'est quoi une probabilité ? C'est quoi un pourcentage ? Quand on dit qu'un vaccin est efficace avec 95%, mais qu'est-ce que ça veut dire 95% ? Pourquoi c'est pas si compliqué. Pourquoi on ne prend pas le temps de l'expliquer ? Voilà ce qui m'inquiète, si vous voulez. C'est que dans les mêmes canaux de communication circulent toutes sortes de choses. Connaissances, croyances, informations, opinions, bobards. Et tout ça se contamine. Et pour un citoyen, c'est très difficile de faire la part des choses, de voir ce qui sépare une connaissance d'une croyance, une opinion d'une connaissance, etc. Et il va falloir qu'on réfléchisse à faire en sorte que les connaissances soient mieux connues que le reste. Et ça suppose d'acquérir une meilleure connaissance de nos connaissances. On sait tous que la Terre est ronde. Est-ce qu'on est capable de dire comment on a su qu'elle était ronde dans l'histoire des idées ? Une autre question d'actualité, Étienne Klein, donc, vous en avez parlé là aussi durant la conférence, du fameux taux d'abstention record pour les élections régionales et départementales. Le vote électronique, bon, on sait que c'est appliqué, aujourd'hui c'est très utilisé aux États-Unis, il y a des dizaines de millions d'Américains qui ont voté par ce biais-là. Est-ce que ça peut réconcilier, vous pensez, les Français quelque part avec la politique, avec le scrutin électif, ou est-ce que le mal est plus profond que cela ? Je vais vous décevoir, mais je pense que non. Parce que voter, c'est pas la même chose que liker. Ça suppose non pas de réagir à des affiches, ça suppose de regarder des programmes. Et je pense, et là je vais vous choquer, ça dit mon âge, hein, ça dit que je suis quelqu'un de réactionnaire finalement. Mais je pense que c'est un acte symbolique. Aller voter, se déplacer, c'est un acte qui n'est pas quelconque. Je vais vous dire, moi, quand je vais voter, je m'habille bien. C'est vous dire. Non, mais moi, je suis allé dans des pays où les gens se battent pour voter. Voilà, pour avoir le droit de voter. Et moi, je pense que ce serait le contraire. Il faudrait rendre l'exercice du vote encore plus solennel. Ça suppose de rencontrer des gens. Ça suppose peut-être de faire la queue. On ne l'a pas beaucoup fait hier, mais ça suppose de parler à des gens qui ont accepté de passer un dimanche à tenir des bureaux de vote, à dépouiller les bulletins. Je pense que plutôt que de le rendre numérique, on devrait le solennaliser davantage.
Tout à l'heure, vous citiez Chris Anderson durant votre conférence, comme quoi le numérique pourrait prendre le pas sur le physique à terme. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Et je crois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cette remarque-là. Non, je pense qu'il y a des gens qui sont pas connectés numériquement, ils travaillent avec leur corps. Je pense aux ouvriers, à d'autres professions qui étaient en première ligne d'ailleurs pendant le confinement. On voit bien que ces gens sont essentiels à la vie démocratique et au maintien de l'activité, même pour la survie dans des périodes de confinement. Sans eux, on n'aurait pas pu survivre. Ça veut dire que ces métiers qui sont en général mal considérés ou mal payés sont essentiels. Et donc on doit réfléchir à une nouvelle hiérarchie des métiers. Et d'ailleurs, pendant le premier confinement, vous vous souvenez, beaucoup de gens se sont mis à réfléchir au monde d'après, avec l'idée que le monde d'après devrait être différent, parce qu'il faudrait tenir compte de ce qu'on a appris grâce au confinement, et il faudrait tenir compte aussi de ce que nous voulons. Et tout le monde disait qu'il faudra repenser à ces métiers. On a vite oublié. Ce qui confirme une loi générale de l'histoire, c'est que toutes les épidémies sont suivies d'une amnésie collective. Deux dernières questions qui concernent votre actualité plus particulièrement. Vous avez publié Idées de génie aux éditions Flammarion au mois de mars, il me semble, qui regroupe 33 textes dont certains sont connus du grand public pour avoir marqué la physique occidentale. Est-ce que vous pouvez là aussi nous pitcher le livre et surtout la trame de ce livre? L'idée de ce livre est très simple. Les philosophes lisent des livres de philosophes, des textes. Un philosophe qui n'aurait lu ni Aristote, ni Kant, ni Husserl, ni Merleau-Ponty, ni Heidegger, il aurait du mal à montrer qu'il est philosophe. Alors qu'un physicien peut être un excellent physicien sans avoir lu des textes de Galilée, Newton, Einstein. Alors avec Gauthier de Pambourg, on a sélectionné 33 textes entre le XVIIe et le XXIe siècle qui ont marqué l'histoire de la physique, au sens où dans ces textes très courts, on a publié des extraits, il y a une idée géniale. Une idée qui va complètement transformer la façon de comprendre un certain type de problème en physique. Et je vous recommande de lire des textes de Galilée. Comment Galilée a compris qu'on ne peut pas comprendre le monde simplement en l'observant. Observer ne suffit pas pour comprendre. Pour comprendre les lois physiques qui régissent les phénomènes qu'on peut observer, il faut trouver un stratagème intellectuel pour faire en sorte que le monde décoïncide avec ce qu'il nous montre. Il faut faire ce qu'on appelle des expériences de pensée. Et c'est grâce à des expériences de pensée qu'on a pu mettre sur pied les grandes lois de la physique contemporaine. Par exemple, Galilée, il faut lire le texte, explique que tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et donc la question c'est comment une loi qui dit le contraire de ce qu'on voit explique quand même ce qu'on voit. C'est la transition parfaite d'ailleurs avec le dernier numéro de la Conversation scientifique et donc l'émission que vous présentez tous les samedis sur France Culture qui justement portait sur l'espace-temps et courbes et là vous construisez un petit peu avec pédagogie on va dire tout ça en expliquant que l'univers a une histoire mais que finalement ça devient l'espace-temps a une histoire. Oui, parce qu'on dit, dans beaucoup de bouquins on lit il a fallu attendre le XXe siècle pour comprendre que l'univers avait une histoire. Mais non, toutes les cosmogonies, les récits ancestraux qui racontent l'histoire du monde, racontent une histoire du monde. Donc, on n'a jamais trouvé de cosmogonie qui dit tiens, si jamais rien passé, l'univers est comme il est, il n'a pas changé, il a toujours été comme nous voyons qu'il est. Ça n'existe pas. Il y a toujours un récit, une évolution, un devenir qui sont racontés. Non, ce qui est nouveau au XXe siècle, c'est qu'on a compris non seulement que les choses qui sont dans l'univers ont une histoire, les étoiles, etc., les galaxies, mais aussi l'espace-temps a une histoire. Autrement dit, ce qu'on appelle l'univers en cosmologie contemporaine, c'est pas l'enveloppe qui contient tous les objets physiques, c'est l'espace-temps lui-même. Et l'espace-temps, d'après Einstein, il est lui-même déformé par ce qu'il contient. Donc le contenu est affecté par le contenant. Et c'est ce contenu-là qui évolue au cours du temps. Et c'est ça qu'on appelle l'expansion de l'univers, enfin le fait que l'univers a une histoire, c'est ça que ça veut dire. Les distances entre deux points augmentent, non pas parce que les points se déplacent dans l'espace, mais parce que l'espace qui les sépare se dilate. C'est beaucoup plus intéressant. Et ça, c'est pas des choses qu'on voit. C'est le résultat d'une observation critiquée par une analyse et dans laquelle on a inséré de la théorie.
Eh bien, tout ça est très bien pitché, si j'ose dire, et ça donne envie d'en savoir plus. Et donc, on mettra évidemment les liens dans notre interview. Un grand merci, Merci à Klein, vous. pour vos réponses, et on vous souhaite bon courage pour la suite au sein du CEA et autres. Merci beaucoup. Au revoir. Au Merci. revoir.